Chers amis, vous le savez, le 17 octobre dernier, mon documentaire Adieu les bébés est sorti sur Frontières Plus. Dans ce documentaire, vous retrouverez différents témoignages d'experts, mais aussi de personnes ayant accepté de me confier leur histoire. C'était difficile pour moi de sélectionner qu'un petit bout de ces entretiens, c'est pourquoi nous avons décidé de vous donner ces entretiens en long format, disponibles sur YouTube et sur notre chaîne Frontières Plus. Dans cet entretien, retrouvez Anne Trioubi, présidente du mouvement féministe Antigone, créé en 2013. Rien ne nous pousse à assumer une responsabilité, à assumer un statut d'adulte. C'est vertigineux de se dire qu'on va avoir dans les mains la responsabilité de la vie et de l'éducation d'un enfant, de son bon développement. Il y a évidemment une cause beaucoup plus biologique dans les facteurs extérieurs, c'est quand même une infertilité massive de nos populations européennes. Et ça, c'est un symptôme aussi grave de la crise de notre civilisation. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour avoir une génération, il faut une société. Pour une société, il faut une génération. Donc en fait, la boucle est bouclée. Avec ces problèmes de fertilité massive, aujourd'hui, il me semble qu'un enfant sur 3 est né de PMA. C'est une statistique qui est quand même accablante quant à la santé de nos populations. Bonjour, donc Anne Trioubi. Je suis donc mère de 4 enfants, voilà, mariée. Je suis aussi entrepreneur et depuis plus de 10 ans maintenant, je travaille sur la question des relations entre hommes et femmes, la question de la condition féminine aussi. Donc autant dire que je m'intéresse à toute forme de sujet de société, puisque tout s'y rapporte d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a plus de 10 ans, en 2013, nous étions une dizaine de jeunes femmes d'une vingtaine d'années, certaines déjà dans la vie active, d'autres étudiantes. Et nous avions du mal à nous reconnaître dans les discours ambiants sur la féminité, sur les problématiques que vivent les femmes contemporaines. Et donc nous avons simplement décidé de trouver nos propres réponses. Ça s'est matérialisé par la création d'un mouvement, le mouvement Antigone. Et nous avons commencé en fait par monter des cercles de réflexion. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment un défaut de formation sur ces questions-là. Il y avait très peu de discours hors du cadre du discours féministe majoritaire. Donc on a voulu trouver nos propres réponses en étudiant d'abord ce qui existait, les discours féministes actuels, contemporains, et puis en allant chercher aussi dans l'histoire de nos civilisations européennes, dans la littérature, dans la philosophie, dans la politique, toutes les pistes de travail qu'on pouvait trouver. On a fait venir pendant ces cercles de conférences des intervenants de terrain, des intervenants plus théoriques, et ça nous a permis de forger un corpus d'idées, de réflexions qu'aujourd'hui nous cherchons à diffuser et à enrichir. Voilà. Donc aujourd'hui je suis conférencière et auteure de 2 livres sur justement ces questions-là. Un premier essai journalistique qui est une enquête sur la présence des contenus féministes sur Internet. Et un deuxième essai qui est un essai plus politique qui s'intitule « Femmes, réveillez-vous » pour en finir avec les mensonges du féminisme. C'est un essai que j'ai coécrit avec mon acolyte Isolde Turan et qui en fait revient sur le mythe de la libération des femmes. Voilà. Qu'en est-il en réalité? Les femmes sont-elles réellement libres? De quoi ont-elles été libérées si elles sont libres? Donc voilà, c'est un premier aperçu du travail de réflexion que nous voulons diffuser. Voilà. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales causes de cette dénatalité? Pourquoi aujourd'hui en France, on en arrive à un stade où on est à un taux de fécondité qui est inférieur au seuil de renouvellement, des femmes qui ne veulent plus d'enfants, qui sont dans ce non-désir et presque parfois dans ce dégoût-là? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en France et en Europe plus largement, tout simplement, le sentiment général, c'est celui qu'il n'y a pas d'avenir possible. C'est le symbole, c'est le signe vraiment d'une civilisation qui est en déclin, d'une civilisation qui est en difficulté. En fait, il n'y a pas de société sans génération. Il n'y a pas de génération sans société non plus. L'homme est un animal social et politique. Et pour pouvoir envisager une naissance, pour pouvoir en avoir envie, et quand on en a envie, pour pouvoir se donner les moyens de la concrétiser, il faut quand même un sentiment de sécurité. C'est Maurice Bardèche, dans son Histoire des femmes, qui explique que si l'homme a bâti des villes et des civilisations, c'est pas pour accumuler du capital ou c'est pas, le lien n'est pas avec les moyens de production, c'est d'abord avant tout pour sécuriser cette grande aventure de la naissance,
pour donner un cadre sécurisé pour que les couples, pour que les femmes puissent donner naissance. Et aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous n'avons plus ce sentiment de sécurité. Il y a beaucoup de facteurs plus circonstanciels, évidemment. Ce sentiment de sécurité, il est d'abord physique. On est une société quand même avec une montée incroyable de la violence de rue, une violence qui débarque, qui déboule n'importe où. C'est extrêmement difficile d'envisager déjà, quand on n'a pas ce sentiment de sécurité pour soi-même, de faire naître des enfants dans un monde où il y a des fusillades dans les écoles, où il y a des enseignants qui se font agresser par leurs élèves, d'autres élèves qui se font agresser par leurs camarades. Donc il y a ce sentiment de sécurité physique, avec aussi cette menace de la guerre, dans laquelle on est de plus en plus fortement maintenant. Et puis il y a la sécurité économique, c'est-à-dire à l'instant T, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, qui ne savent pas comment ils vont se nourrir leurs enfants demain. C'est extrêmement préoccupant. Il y a évidemment des causes dans les circonstances extérieures plus personnelles, notamment toute cette instabilité amoureuse qui s'est installée. C'est-à-dire que pour faire des enfants, on parle beaucoup des femmes. Mais pour faire des enfants, il faut quand même être deux, il faut un homme et une femme. Et pour ça, il faut quand même un cadre stable, encore une fois. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un enfant avec le premier venu. Le petit homme, il a besoin d'un cadre stable et sécurisé. C'est pour ça que l'enfant naît de la rencontre d'un homme et d'une femme. La civilisation a instauré le mariage pour donner un cadre à cette rencontre féconde. Et c'est une des raisons pour lesquelles la civilisation a toujours promu une forme de mariage, quelle qu'elle soit. C'est pour assurer une stabilité et des repères à l'enfant pour sa croissance, pour son bon développement, en fait. Et aujourd'hui, on explique que l'âge de la première naissance recule. On veut donner les moyens aux femmes d'avoir leur premier enfant plus tôt. Mais il faudrait d'abord se préoccuper de la possibilité de la rencontre amoureuse, d'abord, qui est de plus en plus difficile. D'abord parce que les cercles de sociabilité traditionnels se sont quand même de plus en plus dissous. Donc c'est très difficile aujourd'hui. La plupart de nos contemporains ont des cercles de sociabilité extrêmement restreints à leurs collègues, à quelques amis d'enfance, et c'est tout. Il y a peu de possibilités de rencontres en dehors, notamment d'Internet, qui est une possibilité qui n'est pas forcément malsaine en soi, mais qui n'a pas la même possibilité de rencontrer des gens avec une communauté de valeurs aussi forte qu'une communauté organique et vivante in real life, comme on dit. Voilà. Et ensuite, une fois que la rencontre amoureuse est faite, il y a une grande instabilité des couples, quand même, il faut le dire, de plus en plus grande, et rien n'est fait pour favoriser la stabilité des couples. Il y a une sorte de mythe de la liberté qui est très mal pensé au sein du couple. Il y a une atmosphère générale qui met sur la famille et le couple, qui pose le couple et la famille comme un lieu de violence par essence, ce qui est profondément faux, en fait. La famille, c'est une réalité naturelle. Alors, on peut favoriser, il y a des sociétés qui favorisent des violences intrafamiliales, d'autres qui, justement, travaillent à les minimiser. Voilà, mais la famille, en tant que telle, est une réalité naturelle avec laquelle il faut composer. Et aujourd'hui, cette instabilité amoureuse générale, donc difficulté de la rencontre, instabilité du couple, elle nuit évidemment à la natalité, parce qu'il est tout à fait normal qu'une femme ait une réticence à se projeter dans un projet d'enfant lorsqu'elle n'est pas certaine que son conjoint va rester avec elle demain, va rester avec elle à ses côtés pour éduquer cet enfant, en fait. Donc, c'est vrai que cette dévalorisation permanente du couple stable et du mariage, notamment, ce sont des facteurs extrêmement importants, à mon sens, dans cette dénatalité. Il y a évidemment aussi des causes dans les causes personnelles, des causes plus intérieures qui sont effectivement... nous sommes en fait une génération issue déjà d'une certaine instabilité des familles. Donc une génération de personnes qui sont blessées dans leur féminité, blessées dans leur masculinité, dans leur vision du couple et de la famille. Et il est tout à fait logique qu'on n'ait pas envie de reproduire ces schémas-là. Donc il y a une peur aussi, je pense, de la maternité, il y a une peur de la parentalité en général, qui est tout à fait légitime et à laquelle il n'y a pas de réponse, à mon sens, qui soit apportée, en fait. On est aussi une société dans laquelle les gens sont extrêmement déresponsabilisés. On posera peut-être ce sujet plus tard, mais je dirais être parent, ça signifie assumer quand même la responsabilité d'enfant, quand par ailleurs rien ne nous pousse à assumer une responsabilité, à assumer un statut d'adulte. C'est vertigineux de se dire qu'on va avoir dans les mains la responsabilité de la vie et de l'éducation d'un enfant, de son bon développement.
Donc il y a beaucoup de peur associée à l'arrivée d'un enfant, c'est tout à fait normal, avec cette incertitude de l'avenir, voilà, cette absence de sécurité. Et puis, il y a évidemment une cause beaucoup plus biologique dans les facteurs extérieurs, c'est quand même une infertilité massive de nos populations européennes. Et ça, c'est un symptôme aussi grave de la crise de notre civilisation. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour avoir une génération, il faut une société. Pour une société, il faut une génération. Donc en fait, la boucle est bouclée avec ces problèmes de fertilité massive. Aujourd'hui, il me semble qu'un enfant sur 3 est né de PMA. C'est une statistique qui est quand même accablante quant à la santé de nos populations. Sachant qu'effectivement, dans un cas d'urgence, par exemple, même dans la nature, dans les espèces animales, etc., lorsqu'il y a une forme d'insécurité, il est fréquent de voir une espèce animale arrêter de se reproduire, par exemple. Donc cette infertilité de masse, elle a des causes circonstancielles, pollution massive, pesticides, perturbateurs endocriniens, alimentation ultra transformée, et elle est vraiment le signe d'une civilisation qui dégénère, qui prend plus soin des personnes, en fait, qui ne met plus la vie au centre. Et évidemment, que la civilisation étant la protection du plus faible, quand on a une civilisation qui est uniquement tournée vers la rentabilité économique, vers voilà, des points de PIB en plus, au lieu d'être tournée vers la protection du plus faible, eh bien, c'est évident que ce sentiment d'insécurité, il est encore augmenté. Voilà. On peut rajouter, voilà, dans des circonstances plus, dans des facteurs plus éloignés, mais qui rentrent dans cette question civilisationnelle, l'importance de l'avortement, les lois qui viennent d'être votées sur l'euthanasie, c'est-à-dire que notre société ne protège plus les plus faibles. On voit avec les personnes aussi en situation de handicap, etc. Il y a les plus vulnérables, que ce soit pour des raisons économiques, biologiques, par leur moment de vie, ne sont plus protégés. Et c'est extrêmement destructeur et c'est extrêmement inquiétant. Je comprends que beaucoup de personnes craignent de faire naître un enfant dans ces circonstances, même si je pense qu'il reste un espoir, évidemment, qu'il faut faire naître des enfants. Voilà, c'est l'avenir. Très belle réponse. Oui. Est-ce que vous pensez que... On parle souvent d'une certaine liberté de la femme, que la femme est libre d'avoir des enfants, comme elle est libre de ne pas en avoir. Est-ce qu'on a encore vraiment le choix en tant que femme d'avoir des enfants? Est-ce que c'est pas un petit peu une poudre aux yeux, un arbre qui cache la forêt et la réalité? Est-ce qu'on nous donne vraiment le choix d'en avoir? Alors, cette formulation, voilà, mon corps, mon choix, cette idée du choix d'avoir un enfant, c'est une formulation qui est extrêmement mensongère. En fait, on ne choisit pas d'avoir un enfant, qu'on soit un homme ou une femme, c'est dans l'ordre des choses, c'est-à-dire comme le pommier fait des pommes ou l'oiseau pond des œufs qui donnent des petits oisillons, l'être humain est fait, c'est dans sa nature, d'avoir des enfants. Et attention à pas mal comprendre ce que je dis, hein. Ce n'est pas un destin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité que chaque personne, à chaque génération, fasse des enfants. Il n'y a pas d'obligation ni morale, ni politique à faire des enfants. C'est juste dans la nature de l'homme de faire des enfants. C'est un instinct vital, voilà, et ce n'est pas un choix. Après, il y a évidemment un choix, un discernement dans les modalités de ces naissances. Et là, on va rejoindre la question de la liberté. Mais cette idée de concevoir l'enfant comme un choix de vie, un choix de couple, c'est vraiment une vision très biaisée des choses qui nous empêche de voir le fond des problèmes. Il est tout simplement naturel d'avoir ce désir de donner naissance. Il est naturel de donner naissance à la génération future. Et pour ces personnes qui choisissent pour des raisons parfois très superficielles, parfois très légitimes de ne pas avoir des enfants, il s'agit de destins particuliers en fait. Ce sont les exceptions. Et d'ailleurs, on en fait grand cas. On fait beaucoup de bruit autour de ces personnes-là. Mais en fait, les mouvements child free, les mouvements no kids, etc., sont des mouvements qui sont en réalité extrêmement minoritaires en termes de nombre. Ce sont des minorités qui font beaucoup de bruit. Mais la majorité de nos contemporains ont envie d'avoir des enfants, réellement. Et la question, c'est effectivement, sont-ils libres de les avoir ? Sont-ils libres d'accueillir les vies qu'ils voudraient accueillir ? Il y a toutes les circonstances, effectivement, qui nuisent à cette natalité, hein, tout ce contexte sociétal d'insécurité permanente, hein, de cette peur de l'avenir, évidemment. Et puis, il y a évidemment une pression sur les couples qui fait renoncer beaucoup de couples au deuxième ou au troisième enfant. Parce que la baisse de la natalité, ne repose pas sur ces femmes qui décident de ne pas avoir des enfants.
la majorité des avortements, ce ne sont pas, par exemple, des grossesses adolescentes. La majorité des avortements, c'est le 3e enfant. C'est des statistiques qui sont très intéressantes à comprendre parce qu'effectivement, là, il y a un enjeu en fait, économique, évidemment. On ne sait pas si on va pouvoir, et organisationnel, on ne sait pas si on va pouvoir assumer financièrement ce 3e enfant. Et on ne sait pas si on va pouvoir l'assumer de manière pratique, voilà, trouver des modes de garde, assumer l'éducation de cet enfant, etc. Et il y a une pression symbolique aussi. Il y a vraiment une image de la famille aujourd'hui. Et je vois de plus en plus passer de contenu sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, qui mettent en avant cette idée selon laquelle le nombre idéal d'enfants, ce serait 2. Voilà. J'ai vu passer énormément de vidéos de cet ordre-là, qui sont basées sur des études biaisées et qui positionnent la famille nombreuse comme étant des gens irresponsables, voilà, des couples irresponsables qui ne maîtrisent pas leur fertilité. Ou alors qui pondent des enfants comme ils pondraient des œufs, sans s'assurer de leur avenir, de leur possibilité d'avenir socialement, économiquement, etc., etc. Donc il y a quand même cette image, cette pression qui fait que quand on souhaite assumer plus d'enfants que 2, on sait qu'on va avoir un regard social qui va être extrêmement péjoratif. Je pense que ça bloque énormément de gens et que cette pression économique qui est bien réelle est amplifiée par cette pression symbolique. C'est-à-dire que si un couple se dit « bon, on va pouvoir réussir à trouver des solutions, on a confiance dans l'avenir », le fait de ne pas avoir une sécurité, une marge de manœuvre économique vraiment très grande, va les mettre dans la situation de se dire « mais si j'accueille ce 3e enfant et que j'ai des difficultés financières derrière, je n'aurai pas d'aide, cela me sera reproché. On me prendra pour un irresponsable et sans doute que ça aura été une décision irresponsable, en fait. Il est difficile, dans une société qui prône tel ou tel message, de ne pas, dans une certaine mesure, l'intérioriser. Voilà. Et aujourd'hui, faire ce choix de famille nombreuse, c'est un choix qui est à contre-courant et qui peut être très difficile à assumer. Voilà. Complètement. Il y a une grande question à laquelle vous avez commencé un peu à répondre d'une certaine manière, mais est-ce que vous vous considérez féministe? Aujourd'hui, c'est la grande mode du féminisme on entend parler dans tous les foyers. Hein. Les jeunes filles, les jeunes femmes se disent féministes, s'insurgent quand elles voient que certaines femmes ne le sont pas et le disent fièrement. Est-ce que vous faites partie de ces féministes ou alors est-ce que vous êtes à contre-courant une fois encore? C'est une étiquette que je n'ai jamais revendiquée et avec le mouvement nous avions créé, le mouvement Antigone, on s'est toujours positionné en dehors de ce courant de pensée féministe. Pas par antiféminisme, parce qu'il est faux de penser que le féminisme serait responsable soit de la dénatalité, soit de la situation actuelle des femmes. C'est un courant de pensée parmi d'autres, qui est d'ailleurs très divers, et dont les courants les plus majoritaires sont mis en avant aujourd'hui parce qu'ils font écho aussi à d'autres idéologies, à d'autres opinions dans l'air du temps avec lesquelles ils entrent en résonance. Pour ma part, je ne me considère pas féministe. Pourquoi? Parce que je ne partage pas en fait, les prémices intellectuelles sur lesquelles se fonde ce mouvement. C'est-à-dire que dans toute sa diversité, ce mouvement féministe, il a quand même une histoire et des racines communes, et des racines notamment philosophiques et politiques. Et ces racines philosophiques et politiques, moi je ne les partage pas. La tradition dans laquelle je me positionne, c'est la tradition de la philosophie classique européenne. Et qui n'est pas celle du féminisme. En fait, le féminisme fait écho à beaucoup d'idéologies modernes dans lesquelles voilà, l'individu prime, dans lesquelles l'individu est considéré comme un être rationnel, autonome, et dans lesquelles la société est une donnée construite, en fait, un fait historique. Or, c'est ce que je disais plus tôt, la société n'est pas une donnée construite, la société c'est une réalité naturelle. Donc il y a cette vision très constructiviste de la société, il y a une vision de l'homme que je ne partage pas, et une vision aussi de la liberté qui n'est pas la mienne. Donc je ne peux pas me définir comme féministe, et pour autant, ce qui me semble intéressant dans ce mouvement féministe, c'est qu'il est un signe des temps, et que ces mouvements qui font beaucoup de bruit, je pense qu'ils apportent des réponses erronées à beaucoup de problèmes actuels. Notamment parce que ces mouvements se fondent sur des prémices erronées. Ces mouvements ont le mérite de soulever des débats de société que d'autres mouvements de pensée ne soulèvent pas. Voilà. Et de s'intéresser beaucoup justement à des questions qui sont plus de l'ordre de l'intime, de la vie des familles,
Et il est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes pour prendre parole et pour répondre aussi, apporter d'autres éclairages que celui des militantes féministes sur ces questions-là. La présence féministe, l'omniprésence féministe devrait être un appel à un débat sur ces questions-là. À l'heure actuelle, ça ne l'est pas. Donc j'espère pouvoir participer à ce débat. La raison pour laquelle je voulais vous recevoir, c'est aussi parce que vous êtes maman, parce que vous avez fait des choix dans votre maternité, dans la manière dont vous vouliez accoucher notamment. Ça va toucher à plusieurs points, à la fois personnels, mais aussi votre vision dans tout ça. Et la première question que je voulais poser sur cette partie-là, c'est pourquoi est-ce que ça vous tient tellement à cœur que les femmes aujourd'hui en France et partout dans le monde puissent choisir leur manière d'accoucher? Et quelle vision vous avez sur la manière, à quel point l'État intervient aussi dans ce choix que devrait avoir la femme? En fait, la question justement de la liberté de l'accouchement, elle est fondamentale parce qu'elle est reliée à une question plus large qui est celle de la liberté éducative. Aujourd'hui, on a une forme d'inversion des rôles, d'inversion des places entre la place politique des familles et la place politique de l'État. Ces questions, qui sont extrêmement féminines, me tiennent à cœur. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment fondamentalement politiques. Et elles nous donnent une idée de la manière dont nous pensons la société, dont nous organisons les choses. Cette liberté éducative, c'est une liberté fondamentale. Et on a une confusion aujourd'hui dans la conception qu'on a de la liberté. On a cette idée d'une liberté qui est une sorte d'idéal qu'on doit graver dans la roche, qu'on doit maintenir dans des textes, qu'on doit garantir en collectionnant des droits à ceci, des droits à cela, etc. La liberté, ce n'est pas ça. La liberté, c'est quelque chose qui se vit en acte. C'est-à-dire que même si la loi garantit en France, théoriquement, une totale liberté d'accouchement aux femmes, dans les actes, ce n'est pas le cas. Il y a énormément de barrières dans le choix des femmes qui font que ce n'est pas les femmes n'ont pas une liberté réelle de choisir leur mode d'accouchement aujourd'hui en France. Et c'est extrêmement délétère dans la mesure où, en fait, ce choix de l'accouchement, quelle place il a dans la liberté éducative des parents, c'est qu'il est premier en termes déjà strictement chronologiques. Ça va être un premier acte, une première décision parentale qui devrait d'ailleurs être une décision de couple et pas une décision faite soit uniquement par la femme, soit par la femme avec son médecin. C'est-à-dire que le médecin, il a son statut d'expert, il a son savoir, tant mieux. Et il est là pour informer, pour donner une information générale et puis circonstancielle par rapport à la situation donnée de cette grossesse. Mais in fine, la décision devrait revenir au couple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cadre juridique en France qui est extrêmement clair, hein, qui est garanti par le Code civil, qui est qu'on a une liberté normalement totale d'accouchement. On peut accoucher théoriquement en France selon où on le souhaite, avec les personnes de notre choix. Ne pousse pas la caméra là, d'accord? Il est très récent dans l'histoire de l'accouchement que les femmes accouchent majoritairement en hôpital. Et c'est très intéressant de voir que pour obtenir ce résultat des femmes qui accouchent massivement en hôpital, il a fallu quand même une coercition étatique énorme, parce que les femmes ne voulaient pas ça, pour la bonne et simple raison que les accouchements en hôpital, c'était généralement des femmes en grande précarité, des femmes dans la rue, des grossesses non désirées. Et par ailleurs, la mortalité des femmes en hôpital était énorme. Et lorsqu'on a voulu faire accoucher les femmes majoritairement en hôpital, la mortalité n'a baissé qu'après coup. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire accoucher massivement les femmes en hôpital et ensuite, on a fait des découvertes sur la fièvre puerpérale, sur les conditions d'hygiène, etc., qui ont permis de faire baisser la mortalité. Mais ce mouvement-là, il a été fait grâce à certaines coercitions étatiques, hein, et notamment la promesse de rembourser l'intégralité des frais liés à l'accouchement si les femmes venaient accoucher en hôpital. Très intéressant, parce qu'aujourd'hui, cet héritage-là, il est resté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une pression économique qui nuit au choix des couples, dans la mesure où quand on va déjà en hôpital, on a tous ces frais d'accouchement qui sont remboursés. Ce n'est pas le cas quand on fait le choix, par exemple, d'un accouchement à domicile, accompagné ou non. Et ensuite, il y a une coercition, on va dire, administrative et idéologique, hein, dans une certaine mesure, parce que les femmes qui font le choix d'accoucher à la maison, il y a deux possibilités. Il y a un accouchement, ce qu'on appelle l'AAD, l'accouchement à domicile. Donc il s'agit d'accoucher accompagné d'un personnel de santé agréé, généralement des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Et il y a une pratique plus
sujette à débat, qui est l'ANA, l'accouchement non accompagné, c'est-à-dire non pas accoucher seul dans les bois, mais accoucher avec des personnes qui n'ont pas d'autorité médicale reconnue. Voilà. Ces deux possibilités, elles sont légales. Voilà. Et donc, il s'agit d'accoucher dans l'espace qu'on souhaite. Et ensuite, la déclaration de naissance qui se fait pour la plupart des couples à l'hôpital, dans une officine de la mairie à l'hôpital, se fait là directement en mairie. Et quand on arrive en mairie, le Code civil stipule que normalement, la personne qui déclare une naissance, c'est le père. Et à défaut, si le père est absent ou dans la possibilité de déclarer, tout personnel médical reconnu. Ce qui est normal dans ces cas-là, parce qu'il faut quand même s'assurer de qui sont les parents, de qui est cet enfant, et avoir une forme de garantie. Mais normalement, la parole du père prime. Aujourd'hui, si un couple ou un père va en mairie chercher à déclarer son enfant sans un papier d'un médecin attestant de la naissance ou d'une sage-femme, l'officier d'état civil, il y a beaucoup de situations, de cas avérés dans lesquels l'officier d'état civil a refusé d'enregistrer la naissance. Et ça passe pour extrêmement suspect. Et d'ailleurs, dans les papiers, sur les sites du gouvernement, ce papier est demandé, alors que dans la loi, il ne l'est pas. Donc, certaines familles ont eu des refus d'enregistrement, ce qui signifie que si passé le délai des 3 jours pour enregistrer la naissance d'un enfant, ils ont dû passer devant un juge pour faire enregistrer la naissance de leur enfant, tout simplement. Et un nombre croissant de familles se retrouvent avec un signalement sur le dos, voire des retraits d'enfants. Il y a eu un cas à Vitré, il y a quelques années, où une femme avait accouché à domicile accompagnée de son mari. Et lorsqu'ils sont allés déclarer la naissance, la déclaration de naissance a été refusée et les services d'aide sociale à l'enfance ont débarqué chez eux pour leur prendre leur enfant de 2 ans et leur nouveau-né d'1 semaine. Et quand bien même il y a des lieux de placement mère-enfant qui auraient permis de maintenir le lien tout en vérifiant si jamais il y avait effectivement d'autres... il peut y avoir des situations de maltraitance, il aurait pu y avoir des choses réellement graves. Il y a eu une décision qui était très idéologique dans la mesure où on a séparé ces enfants de leur mère alors qu'il y avait d'autres possibilités, en mettant en danger la vie de l'enfant qui était allaité et en causant évidemment un trauma terrible à ces enfants, séparation aussitôt. C'est extrêmement grave et donc le juge a fini par statuer sur le fait que cette famille allait très bien, que ses parents étaient tout à fait équilibrés et Dieu merci, ces enfants ont retrouvé leurs parents. Mais c'est une situation qui est de plus en plus fréquente et qui est alarmante. Il y a aussi, donc il y a cette forme de coercition-là qui est extrêmement grave. Enfin, c'est-à-dire que cette liberté, elle est entravée quand même par la menace de se voir retirer ses enfants. Et ensuite, elle est menacée de l'autre côté, du côté des sages-femmes, parce qu'ils pratiquent l'accouchement à domicile, parce que ces sages-femmes sont de plus en plus en danger. Il y a très peu de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile en France. Pourtant, pour prendre un peu de recul sur la situation quand même, ce choix de l'accouchement à domicile, les statistiques sont formelles dans tous les pays où c'est pratiqué. Il n'y a pas du tout de risque de mortalité supérieur pour la femme, pour la mère ou pour l'enfant, voire légèrement diminué. C'est infime, l'écart est infime entre l'hôpital et la maison. Et il y a beaucoup de pays limitrophes de la France dans lesquels la règle, ou plutôt la pratique majoritaire, c'est l'accouchement à domicile, qui étant valorisé, est aussi encadré de manière beaucoup plus intelligente et sécuritaire. Voilà. Aujourd'hui, les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile en France subissent une persécution administrative qui est extrêmement inquiétante. C'est-à-dire que là, il y a eu plusieurs cas de signalement de sages-femmes pratiquant l'accouchement à domicile, non pas par les parents ou par l'enfant, mais par l'hôpital qui a reçu des femmes en transfert. C'est-à-dire que ces signalements, ils se passent comment? Il y a un accouchement et la sage-femme, usant justement de son discernement et étant dans son rôle de sage-femme, de personnel médical, arbitre en faveur d'un transfert vers un hôpital parce qu'elle se dit qu'il y aura peut-être besoin d'une structure, peut-être besoin d'intervention médicale. Donc cette sage-femme fait un arbitrage, transfère la famille et dans tous les derniers cas de signalement de l'hôpital, la famille allait bien, le bébé allait bien. Le transfert avait été effectué en toute responsabilité et l'hôpital a tout de même choisi de signaler ces sages-femmes avec plusieurs dossiers dans lesquels il y a des faux témoignages. Donc des dossiers qui n'ont pas tenu. Mais c'est malgré tout un signal extrêmement fort, extrêmement inquiétant envoyé à toutes les sages-femmes qui voudraient
installer leur cabinet. Parce qu'une suspension pour ces femmes-là, à partir du moment où il y a signalement, elles sont suspendues par sécurité, évidemment, au cas où il y a un réel manquement. Ces femmes-là, voilà, du jour au lendemain, n'ont plus de revenus, n'ont plus de sécurité pour leur propre famille. Par ailleurs, c'est un coût énorme, évidemment, dans leur pratique, dans leur morale, c'est une remise en question énorme, mais aussi pour leur propre famille, c'est une mise en danger énorme. Donc beaucoup de sages-femmes ne veulent plus prendre ce risque-là. Par ailleurs, elles ne sont plus suffisamment couvertes par les assurances. Pourquoi ? Là encore, ce n'est pas un réel problème dans leur pratique, c'est une volonté idéologique. Pourquoi ? Parce que ce qu'il manque pour qu'elles soient couvertes correctement par une assurance, c'est une codification de la sécurité sociale propre à l'acte d'accouchement à domicile. Voilà. Donc il y a une volonté d'entraver cette pratique. Voilà. Et qui, en plus, avec toutes ces suspensions, crée encore une fois une atmosphère, crée une perception, une image, un imaginaire de danger dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une femme souhaite faire le choix d'un accouchement à domicile, ces suspensions de sage-femme, cette guerre faite à l'accouchement à domicile, crée une atmosphère de danger qui fait que certaines femmes se voient traitées de danger public parce qu'elles souhaitent faire ce choix, qui est pourtant légitime et, encore une fois, très sécuritaire en réalité, ce qui est effectivement une entrave énorme à la liberté de choix des couples. Voilà. Et qui est quelque chose qui est fondamentalement désordonné dans la mesure où voilà, les premiers décisionnaires, normalement, ce sont les parents et le corps médical est là pour éclairer leurs décisions par leur savoir, par leur connaissance, par leur outil diagnostique. Voilà, ce n'est pas l'inverse en fait. Et c'est extrêmement important de remettre ces choses en ordre parce que c'est la question fondamentale de à qui appartiennent les enfants. Les enfants n'appartiennent pas à l'État, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. En premier lieu, c'est-à-dire les parents sont les premiers éducateurs des enfants parce que la famille, c'est la cellule politique de base de la société. Merci à tous d'avoir regardé cet entretien et n'hésitez pas à aller sur Frontières Plus pour regarder Adieu les bébés. Depuis 1964, le nombre des naissances dans notre pays s'était ralenti. Depuis 1972, il chute. L'individu est considéré comme la norme, l'individu suprême, l'individu au-dessus de toutes les contingences. Nous sommes dans une société qui est individualiste. Avoir un enfant me dégoûte. La vision des femmes enceintes ne m'est pas agréable. À la naissance du féminisme, il y a eu cette idée que la femme avait besoin pour se libérer de ne plus avoir d'enfants. Simone de Beauvoir détestait la maternité. Je pense qu'elle méprisait sa propre mère. De cette insécurité, de cette délinquance que connaît la France, ce sont des signaux qui sont catastrophiques envoyés aux gens qui voudraient avoir des enfants. Parce qu'on ne sait plus comment protéger nos enfants en fait. La première chose, c'est qu'on n'a jamais demandé aux Français, d'ailleurs pas plus qu'aux autres Européens, s'ils étaient d'accord avec cette immigration.